Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous revenez ce matin sur le projet d'Emmanuel Macron qui semble se redéfinir à l'horizon du deuxième tour. Oui, à l'heure où s'engage ce que certains appellent la véritable campagne présidentielle, une question rituelle semble animer les commentateurs. Emmanuel Macron est-il de gauche ou de droite? Pour ceux qui analysent la vie politique à la lumière exclusive de ces deux catégories, il y a là apparemment matière à réflexion. Certains le disent avec certitude, avec le ton de la condamnation. Emmanuel Macron serait de droite, et même définitivement de droite, manière comme une autre d'en dire du mal. Mais est-ce vraiment le cas? Emmanuel Macron, le sait, n'aime pas se laisser étiqueter idéologiquement, ce pourquoi il a théorisé depuis un bon moment le « en même temps ». Et il aime démontrer qu'il n'est prisonnier d'aucune doctrine. C'est assurément pour cela qu'il vient d'amender son projet sur les retraites en voulant envoyer un signe ostentatoire de flexibilité politique au moment où il doit convaincre les électeurs de la France insoumise de se tourner vers lui pour vaincre Marine Le Pen. Apparemment, cette question, celle des retraites, deviendra le grand enjeu symbolique du deuxième tour. C'est autour d'elle que se reconstruira le débat public. On est vraiment encore à l'heure du « en même temps », Mathieu. Oui, mais il faut y voir davantage qu'un slogan. Ce pragmatisme intégral relève moins de la pensée complexe qu'il n'a pour vocation de dissoudre toutes les contradictions idéologiques dans un discours hégémonique devant rassembler tous les acteurs politiques et sociaux légitimes. Mais allons plus loin, ou plutôt plus en profondeur. On parle beaucoup de la recomposition de la vie politique entre trois grands blocs. Mais cette recomposition n'est pas qu'idéologique. Elle correspond à une évolution sociologique et politique de la société française, et plus particulièrement de ses élites, comme si la Ve République connaissait une mue oligarchique. Et le choix des mots pour la décrire est important. Le macronisme représente moins un pôle centriste que désormais le pôle central de la vie politique française, qui prétend se confondre avec le cercle de la raison, autrefois théorisé par Alain Menck. Toutes les ambitions doivent y converger, toutes les carrières aussi, et toutes les doctrines légitimes. Qui ne fait pas partie de la majorité se condamne à l'insignifiance, qui n'existe pas dans la majorité n'existe pas. À l'intérieur de la Macronie, il sera possible d'être une ancienne socialiste comme Marlène Schiappa ou un ancien démocrate chrétien comme Jean-Pierre Raffarin. Il sera possible d'être multiculturaliste comme Elisabeth Moreno ou ardente laïque comme Zined El Razoui. Et chacun pourra légitimement se réclamer de la pensée du prince. C'est le vieux fantasme giscardien, qui était aussi un fantasme rocardien, qui prend forme sous nos yeux au nom du gouvernement des meilleurs et des capables, des éclairés et des éclairants. Même ceux qui s'opposent au gouvernement doivent le faire de manière constructive, pour reprendre un terme qui a connu quelques succès au début du quinquennat. On pourrait, pour cela, parler d'une opposition contrôlée ou d'une opposition autorisée. Et même lorsqu'on souhaite s'opposer plus directement à Emmanuel Macron, au nom du pluralisme politique, on sera autorisé à voter blanc, mais pas davantage, sous peine de rejoindre les extrêmes, autrement dit, les maudits et les damnés. C'est en partie à cette lumière qu'on comprendra les tourments, hier, des Républicains, qui se demandaient dans quelle mesure ils pourraient conserver leur indépendance politique dans un deuxième tour mettant en scène le parti présidentiel et l'opposition populiste. Ils dénoncent le parti unique macronien, dans une formule assurément abusive, mais n'envisagent pas un instant de voter pour celui qui s'y oppose. Ici, le silence vaut dissidence et le vote blanc, refus de consentement. Aller au-delà serait impossible. Les effets démocratiques d'une telle représentation du débat public sont plus inquiétants qu'il n'y paraît. Dès lors, il n'y a plus d'élite de remplacement, ou du moins d'élite jugée compétente et digne de gouverner. Les élites résiduelles sont tribuniciennes, on fera sans cesse le procès de leur incompétence. La possibilité de l'alternance s'efface. De temps en temps, quand une partie du peuple commet cette forme extrême d'incivilité consistant à mal voter, on consentira peut-être à vouloir se mettre à l'écoute de leurs cris de douleur et même de détresse. Il n'est pas interdit de voir dans ce regard plein de commisération une forme de condescendance, celle de patriciens se désolant de la dérive des vils plébéiens qui n'ont pas compris qu'il ne sert à rien de se révolter car ils sont bien plus heureux qu'ils ne le croient. L'hypothèse audacieuse voulant que les électeurs votent pour un autre parti parce qu'ils y adhèrent sans être nécessairement habités par des sentiments haineux ou dévorés par un ressentiment toxique est rarement considérée. Bon, si je vous suis bien, Mathieu, il n'y a pas d'opposition possible. Si, bien évidemment, mais dès lors qu'il s'agit d'une opposition véritable, qui ne se présente pas simplement comme une critique délicate et nuancée du pouvoir, c'est une opposition jugée illégitime, inadmissible, et nous connaissons le riche lexique utilisé pour la marquer systématiquement du sceau de l'infréquentabilité. Alors on y revient, Jean-François Revel l'avait noté en son temps, le présidentialisme de la Ve République porte en lui une possible dépolitisation de la vie civique dans la mesure où il absolutise la figure présidentielle et traite comme une anomalie l'existence d'une véritable opposition. On pourrait finalement paraphraser Malraux, qui disait qu'entre le gaullisme et les communistes, il n'y avait rien, en disant qu'aujourd'hui, entre le macronisme et les extrêmes, il ne doit plus rien rester. Merci beaucoup Mathieu Bocoté, pensée fructueuse ce matin.